l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du Saint-Étienne Night Club. Alors je vous fais une confidence avant qu'on commence, on a fait une réunion il y a quelques jours pour savoir si on continuait l'émission même en Ligue 2. Et la réponse elle a été trouvée en environ 30 secondes et je vous fais pas un dessin, c'est oui, évidemment. Et puis une fois cette décision prise, on a demandé à notre parrain de revenir nous voir pour lancer cette nouvelle saison qui va être passionnante, je l'espère. Et il a accepté d'être avec nous ce soir, donc bonsoir Timothée Mémon et merci de continuer de nous accompagner. Avec plaisir, bonsoir à tous et vous avez pris la bonne décision. Ah, on espère en tout cas que ce sera une bonne décision et on espère que ce sera une saison intéressante, hein. Franchement, normalement, il y a quand même pas mal de raisons, on en parlait là en off, le fait qu'il n'y ait pas la VAR, le fait qu'il y ait plein de nouvelles équipes à découvrir, bref, on va avoir beaucoup de choses à dire cette année. Et puis Timothée, j'en profite pour te dire que avec les nombreuses casquettes que tu as à RMC, l'été en général, il y a un peu plus de place à l'animation et à chaque fois que je t'entends démarrer l'after, ça fait toujours plaisir parce que c'est un peu comme si on avait un infiltré chez RMC et ça fait toujours plaisir. C'est important d'avoir un Stéphanois, d'avoir un son de cloche stéphanois, même maintenant, surtout maintenant, j'ai envie de dire. Exactement. Par contre, j'ai juste une petite demande à te faire. Oui. C'est que tu as pris l'habitude de dire aux supporters qui appellent on te souhaite une très belle saison avec ton club. Si tu pouvais éviter de le faire avec les Lyonnais, j'avoue que ça m'arrangerait perso. Ouais, je sais, je le dis, ça m'écorche un peu, mais c'est marrant, le dernier supporter lyonnais qu'on a eu, justement, il regrettait que Saint-Étienne soit en Ligue 2 parce qu'il regrettait de ne pas avoir de Coupe d'Europe et de ne pas avoir de derby cette saison. On va dire que on leur doit moins ça aux Lyonnais. Avec eux, on peut s'entendre sur une chose, c'est qu'on a besoin du derby. Exactement, c'est nos meilleurs ennemis. Et puis avec nous également ce soir, celui qui arpente les rues de Saint-Étienne autant qu'il arpente les profondeurs de Twitter, toujours à la recherche de nouvelles groupies. Bonsoir, Joss Randall. Bonsoir à tous, c'est avec un plaisir à peine dissimulé que je reprends la saison avec tout le monde, avec Tim, avec Keun qui en plus a le nouveau maillot, enfin tout le monde est prêt quoi, on est au taquet et vous verrez que ça va être une super saison. Tout à fait, j'ai le nouveau maillot et d'ailleurs je fais partie de ceux qui aiment bien le nouveau logo et je l'assume. Et puis avec nous, bien sûr, peut-être le plus bavard des supporters, mais ça va, des fois il dit des trucs pas trop cons. Bonsoir Karl. Bonsoir Keun, bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Je me suis plutôt calmé quand même pendant ces 2 mois, ça m'a manqué, le SMC c'est cool. Et moi aussi je suis hyper hype par la saison et je vais déjà au stade dès samedi, donc trop sympa cette saison qui s'annonce. Et puis tu as dit bonjour au chat bien sûr, merci d'être revenu pour cette nouvelle saison. J'espère que vous êtes autant hype par la saison en Ligue 2 que nous on l'est. Alors juste pour vous dire un petit peu ce qui va se passer avec le Saint-Étienne Night Club cette saison, va pas y avoir beaucoup de changements, vous allez avoir vos marques. On continue notre partenariat avec Active, vous pourrez toujours retrouver les émissions en podcast sur toutes les plateformes et puis on continuera d'alterner la présentation avec Kevin. Pour ce qui est des changements quand même, un truc important à noter, on est en Ligue 2. Je sais, ça fait mal au cul de le dire, mais on est en Ligue 2. Et du coup, il y a des matchs le lundi soir, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, les soirs où on jouera le lundi soir, eh bien, on fera l'émission le mardi. Voilà, on a beaucoup réfléchi à comment faire. Est-ce qu'on faisait des semaines avec 2 matchs à débriefer, tout ça. Bon, on s'est dit que faire l'émission le mardi, ce serait plus intelligent. Donc, le rendez-vous ne sera pas fixe tous les lundis comme la saison dernière. Des fois, il y aura des Saint-Étienne Night Club le mardi. J'espère que vous serez là au rendez-vous aussi ces semaines-là. J'ai déjà trop parlé. Commençons à évoquer notre été particulièrement chaud et agité. Jingle, débrief, été. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors messieurs, on va faire un petit point pour commencer cette émission sur la vente du club, parce qu'on ne peut pas ne pas l'évoquer, mais on n'a pas non plus énormément d'infos à vous donner officielles. Un énième fiasco, cette vente qui est sans cesse repoussée. Les dernières informations qui sont sorties dans le journal L'Équipe, c'est que David Blitzer apparemment ne serait pas fermé totalement à de nouvelles discussions,
qu'il y aurait 2 autres dossiers qui seraient arrivés sur la table, un dossier canadien, un dossier américain, mais on a très peu d'infos sur ces dossiers-là. Le groupe Accor, vous vous souvenez, il y avait eu une rumeur sur le groupe Accor qui se serait intéressé. Ils ont complètement démenti. Alors ça veut pas dire qu'ils n'ont pas fait des démarches, mais en tout cas ils ont complètement démenti. Et puis l'information quand même importante qu'il y a dans cet article, c'est que le contrat avec KPMG, la société qui avait été mandatée pour s'occuper de la vente du club, se termine le 1er septembre. Messieurs, et je vais commencer avec toi Timothée, quelle est l'information là que je viens d'évoquer qui te paraît la plus intéressante, celle qui te fait un peu tiquer personnellement? Il y a deux choses à dire, je trouve, sur le sujet, parce que il m'est arrivé, je profite d'avoir une émission sur laquelle j'ai du temps et sur laquelle je peux parler un peu plus, mais pas mal arrivé ces derniers temps de me faire un petit peu bousculer, entre guillemets, gentiment, hein, mais sur Twitter, en disant, mais Timothée, il vient à l'antenne d'RMC pour nous dire rien du tout, il n'a pas d'infos. En fait, quand il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'infos. Exactement. Voilà. Et en fait, le métier de journaliste, c'est aussi de ne pas en inventer. Il y en a beaucoup qui en inventent des infos. Et quand il n'y a pas d'infos, il n'y a pas d'infos. Donc c'est vrai que dernièrement, ça s'est complètement affaissé, il y a beaucoup moins d'informations. L'autre chose qui me semble très importante à regarder, et très inquiétante, très 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 inquiétante, c'est le constat qu'on fait que toutes les personnes, tous les repreneurs potentiels qui ont eu accès à la data room ont tous fait un pas de recul immédiatement. Blixter compris, pardon. Depuis Pixis en 2017, tous ceux qui ont eu accès à cette data room ont tout de suite eu un pas de recul. Il y a tout de suite eu un espèce de réflexe d'inquiétude. Je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans et ça m'inquiète plutôt. Ben, on est tous curieux de savoir ce qu'il y a dans la data room. D'ailleurs, une fois que la vente sera actée, évidemment, on ne saura toujours pas ce qu'il y avait dans cette data room. Ce ne sera jamais des informations qui seront rendues publiques, j'imagine. Non, c'est des informations qui ne sont pas rendues publiques. Pourtant, alors pour le coup, j'ai eu accès à certains bilans, à des choses comme ça. Mais en fait, dans cette data room, il y a évidemment tous les documents officiels, mais il y a aussi un petit peu la popote interne, le fonctionnement du club, des informations sur des transferts, des choses comme ça, et probablement des choses qui m'échappent. Moi, c'est pas mon domaine de compétence. Évidemment, je suis journaliste sportif, j'essaye d'être le plus au fait, le plus renseigné possible sur ces sujets-là, mais c'est des sujets de cession-acquisition, Ouais. et finalement, c'est plutôt à des banquiers qu'il faudrait poser la question. Toujours est-il que le constat que je fais extérieurement, c'est que à chaque fois que quelqu'un a accès à la data room, à chaque fois, cette personne semble pâlir un peu et faire quelques pas en arrière. Et ça, c'est vrai que c'est factuel depuis plusieurs dossiers. Alors avec nous, on n'a pas de banquier, mais on a un cow-boy qui s'intéresse pas mal à ce genre de questions, je sais, des sessions-acquisitions. Il a appelé plusieurs fois RMC pour en parler d'ailleurs. Joss, toi, ton point de vue un petit peu sur les dernières avancées ou non avancées, malheureusement, du dossier de la vente. Bah, déjà, je pense que dans ce dossier, beaucoup de gens parlent et peu de gens savent. Et c'est tout le problème. On a vécu 3 semaines un peu hystériques, là, hein, avec des montées de violence, même sur Twitter. Je pense que l'élément déclencheur, ça a quand même été ce fameux communiqué du 29 mai. Et On s'en j'avoue, souvient très très bien. humblement, moi aussi, je suis tombé dedans en me disant, ça y est, les choses sont suffisamment avancées pour que les actionnaires osent un communiqué officiel où ils disent qu'il va y avoir du grand changement dans pas très longtemps. On est tous tombés un peu dans ce panneau-là. Après, il y a eu une période qui est devenue complètement dingue, où c'était devenu une question de vie ou de mort. Je laisserai à Tim sa phrase de Bill Shankly sur le foot, mais là, en l'occurrence, c'était une question de vie ou de mort, et plutôt de mort, en fait, pour des gens comme Roland Romeyer. Je trouvais ça complètement hystérique. En fait, on a tous envie de passer à autre chose, et je pense qu'il faut passer à autre chose. Moi, j'ai pris du recul vis-à-vis de ça, d'abord parce qu'on n'a pas d'infos fiables. C'est ça. Après, sur ce que vous disiez sur la data room, c'est normal qu'une data room soit en plusieurs étapes, ça n'a rien de surprenant. À l'étage 2 de la data room, ce que les gens découvrent, visiblement, comme dit Tim, font que le process s'arrête ou en tout cas, il n'y a pas d'offre très claire. Donc, ça doit vouloir dire que ça pose question, au moins. Maintenant, moi, j'ai pas d'infos là-dessus, donc je veux même pas en parler plus longtemps que ça, parce que je veux pas alimenter cette espèce d'arlésienne et d'entropie croissante autour de ce que tout le monde croit savoir. Bon, je pense qu'il faut qu'on attaque la saison en partant du principe qu'on n'est pas vendu, et il faut qu'on fasse la saison. Ce club, je pense qu'il sera vendu un jour.
parce qu'il me semble quand même qu'on a 2 actionnaires qui sont arrivés au bout de leur histoire. On sent bien que Bernard Cazzo, après s'être longtemps accroché à certaines chimères, aujourd'hui semble avoir tourné une page, si on s'en tient à sa volonté de se débarrasser de ses mandats à la Ligue, etc. Il vit à 6000 km, voilà. Roland Meillet, on a le sentiment, alors c'est un peu plus confus parce que d'un côté on a le sentiment qu'il est fatigué, un peu malade, qu'il a un peu marre, qu'il a tout le monde sur le dos. Mais d'un autre côté, il est toujours là, il a l'air de s'accrocher quand même. Mais moi, ce qui me rend optimiste sur le fait que ce sera vendu, c'est qu'il y a quand même une notion économique. C'est-à-dire que pour avoir bien regardé les comptes des 10 dernières années à l'occasion d'un article qu'on a fait avec Romain, il y a plus assez d'essence dans le réservoir. C'est-à-dire que c'est une danseuse qui pourront plus se payer très longtemps, même en Ligue 2 avec un budget révisé à 40 millions d'euros. Donc à un moment donné, ils vont être face à cette problématique de devoir soit remettre de l'argent, soit passer la main. Et l'argent, je suis pas sûr qu'il l'ait, enfin pas à la hauteur, pas à l'échelle du problème. Donc à un moment ou à un autre, ils finiront peut-être de guerre lasse par le vendre. Après, moi ce qui m'inquiète, c'est que quand on vend un club dans ces conditions-là, on le vend pas forcément bien. Voilà. C'est sûr. Après, Alors, on l'a vu pour avec terminer, le, c'est une on l'a vu question avec d'offre le et de dossier demande, Blitzer, hein. qui est passé de quasiment 40 millions à 10 millions, vu la descente aux enfers que vivait le club pendant l'exécution du dossier. Question d'offre et de demande, une fois de plus. Enfin, je veux dire, voilà, moi je ne connais pas les offres qui ont été faites ou pas faites ou formalisées ou engageantes, enfin liantes ou non liantes. Toujours est-il que ça n'a pas abouti. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'acheteur et le vendeur sont pas tombés d'accord. Mais ça, c'est pas écrit dans le marbre. C'est-à-dire que les gens évoluent, les positions évoluent et ça finira par évoluer parce que de toute façon, ils vont pas rester à la tête de ce club jusqu'à 98 ans. C'est ça. Donc j'essaie de retrouver un peu de raison, un peu de calme, d'oublier le communiqué du 29, voilà, surtout. Et de me dire, on va faire la saison, il y a un challenge à relever, un challenge sportif, un challenge de compétition. Ça peut être excitant comme challenge et concentrons-nous là-dessus pour éviter de se faire mal à la tête sur le reste, quoi. Voilà. Exactement. Il y a un message dans le chat qui m'a fait assez rire, qui dit tant que Gérard Lopez ne demande pas d'infos. Effectivement, vaudrait mieux que ce soit pas à lui qu'on revende. Justement, dans le chat, Karl, qu'est-ce qui ressort un petit peu de nos amis verts? Alors, il y a des suiveurs de santé qui sont plutôt pessimistes, d'autres qui sont fatalistes, donc c'est pas non plus la joie dans le chat. Il y en a qui ont mis, il y a Zek qui nous dit je suis au bord du gouffre. Il y a Telu qui nous dit il y aurait un livre à écrire rien que sur ce sujet de la vente. Il y a Meta qui est fataliste, je pense, qui dit sera-t-on le prochain Bordeaux en posant la question. Froze qui nous dit qu'il y aurait peut-être de sacrés Kadak dans cette data room. Meta qui nous dit que Romier ne veut pas vendre. Et puis je vais terminer sur un commentaire qui m'a fait sourire. C'est Froze, encore une fois, qui nous dit personnellement, j'attends la 3e victoire de pied ferme de mon côté. Roro, si tu vois ce message, j'arrive. Pour ceux qui auront la référence. On a la Voilà. ref, évidemment. Je pense que vous l'avez tous dans le chat. La 3e victoire sera un grand Ouais, moment. cela dit, moi je veux quand même ajouter une chose, Ken. Je suis pas du tout un grand fan de Roland Romeyer pour plein de raisons. Plein. Y compris des raisons personnelles. Mais ce qui s'est passé là depuis le 29 et jusqu'à pas très longtemps, c'est juste pas admissible. Voilà. Tu fais bien de le Il faut le préciser. dire. Et ça, je pourrais jamais le comprendre ni le cautionner. Tu fais bien de le préciser. Rien ne justifie de menacer la vie de quelqu'un. Même à son pire ennemi, on ne souhaite pas ça. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un tour un peu déprimant, mais on a fait un petit tour sur la vente. Je pense pas qu'on ait beaucoup de choses à rajouter. Tim, t'as un truc à rajouter sur ce dossier? Non, juste par rapport aux chiffres qui ont été donnés, ce que tu disais là, de passer de 40 à 10 millions, faut pas oublier que quoi qu'il en soit, le chiffre qui sera donné inclura le passif et que le passif, il est déjà de 20. Donc quand on te donne 10, c'est plutôt 30 en fait, parce qu'il y aura le rachat plus le rachat du passif. Donc en fait, quand on te dit 10 alors qu'on te disait 40 avant, l'écart il est pas aussi énorme en fait. Parce que quand on te disait 40, ça comprenait les 20, donc c'était 20 plus Ok. 20. Je schématise, hein, je schématise. Si on te dit 10, c'est 10 plus 20. Mais pour moi, Blitzer, c'est un peu, je pense que c'est derrière. Je pense aussi que c'est derrière. On sait d'ailleurs qu'il s'est intéressé potentiellement à racheter des parts pour devenir minoritaire à Lens, il me semble. Donc on va rester prudent de toute manière sur des dossiers qui sont très complexes.
On est d'accord que, a priori, le club ne va pas être vendu dans les 2 prochains jours. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que samedi, on a notre premier match de Ligue 2. Et donc, on va se tourner vers cette saison. Et messieurs, je vais vous lancer sur le premier sujet. L'arrivée de Laurent Batles. Parce que même si ça a été signé il y a plusieurs semaines, eh ben, on n'en a toujours pas parlé. Alors, l'arrivée de Laurent Batles, plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle? Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Timothée, est-ce que tu es hypé par cette arrivée? Oui, moi je pense que c'est une excellente nouvelle. D'abord parce que c'est une bonne personne que j'ai la chance de connaître en dehors du foot et qui est un être humain agréable et intéressant et intelligent. Après, c'est pas ce qu'on lui demande à la tête de la Saint-Etienne. On lui demande d'être bon, mais il a prouvé que c'était un bon entraîneur. C'est un entraîneur travailleur. Réussir à 3, c'était pas simple. Parce qu'avec City Group derrière, c'est réussir dans un club où il faut ménager la chèvre et le chou, être en permanence à faire un petit peu de politique, entre guillemets, pour protéger son vestiaire, pour avoir sa place. Il devra le faire à Saint-Etienne. Il connaît très bien le club de Saint-Etienne, il connaît son fonctionnement. Donc je suis pas inquiet là-dessus. Et plus généralement, si effectivement les deux actionnaires ont décidé de prendre du recul, ce qui a l'air d'être le cas de Romeyer depuis un moment, et ce qui a l'air, et c'est assez nouveau, d'être le cas de Bernard Cayazo récemment, et ben j'ai relativement confiance dans le quatuor composé par Soukas, Perrin, Rustem et Laurent Batles. Je pense que ça peut faire un attelage intéressant, suffisant pour la Ligue 2. Après, on parlera du niveau de la Ligue 2 probablement un peu plus tard. Mais Laurent Batles, voilà, j'aime ses idées de jeu, j'aime son fonctionnement. Je trouve que son recrutement est très fortement estampillé Laurent Batles, mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que la direction sportive lui donne les moyens de ce qu'il veut, accepte ses desiderata, et il a probablement une idée en tête. Et je trouve que la colonne vertébrale, on va dire, de l'équipe qui a été montée, elle n'est pas incroyable. Mais quand je regarde les autres équipes de Ligue 2, bah, je me dis qu'elle est bien au niveau de la Ligue 2. Qu'elle est au niveau du haut de la Ligue 2. Tout à fait. N'hésitez pas à donner votre avis aussi dans le chat. Il y a Karl qui a fait un petit sondage pour que vous nous donniez votre avis. Et puis si vous voulez le détailler en commentaire, on le fera remonter. Tu disais qu'on allait peut-être parler du niveau de la Ligue 2 derrière. Globalement, c'est quoi que tu veux nous dire? L'idée... moi, je connais très peu le championnat de Ligue 2, hein, je vais pas vous mentir, je l'ai assez peu regardé. Mais on dit souvent que la Ligue 2 est un championnat très homogène, avec beaucoup d'équipes qui ont un niveau assez équivalent, contrairement à la Ligue 1 où il y a 2-3 équipes qui sont largement au-dessus. Oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que je trouve que le championnat de Ligue 2 cette année est plutôt faible. Il me paraît plutôt faible. Je trouve que les grosses équipes sont montées. Toulouse est monté. Quid des Girondins de Bordeaux? Je ne sais pas. A priori, de ce qu'on a compris cet après-midi, il pourrait possiblement rester en Ligue 2. Le CNOSF n'étant décidément pas à l'abri de prendre des décisions contradictoires pour sauver les uns au détriment d'autres au fil des années. Mais ça, c'est un autre sujet. Toujours est-il que les Girondins, quand bien même ils devaient être conservés en Ligue 2, ils devront porter le lourd poids et le lourd retard pris pendant tout l'été parce que c'est difficile de travailler sportivement quand on est dans une telle incertitude. Et voilà. Et à côté de ça, je vois pas je vois pas de très bonnes équipes. Il faudra peut-être faire un peu attention au Paris Football Club, Sochaux. Mais bon, Sochaux, on avait l'impression que ça tenait beaucoup sur Omar Daf. Omar Daf est parti. Peut-être Le Havre avec Bodmer qui est rentré dans le board. Il y a possibilité que Le Havre fasse des recrutements intelligents et soit une bonne équipe. Mais je vois pas justement cette homogénéité. Je la vois assez moyenne et je vois pas d'équipe qui se démarque. Peut-être que Saint-Etienne ne se démarquera pas non plus. Mais encore une fois, quand je vois le recrutement, quand je vois les joueurs qui sont encore pour le moment couchés sur l'effectif actuel de la Saint-Etienne, cet effectif, je le trouve, peut-être à tort, peut-être que j'ai de la merde devant les yeux, mais je le trouve un peu au-dessus du reste des 19 autres équipes que je vois en Ligue 2. Je sais pas si c'est de la merde devant les yeux, mais c'est aussi un réflexe normal de supporter. Enfin, en tout cas, moi, je le vois sur moi depuis que je supporte la Saint-Etienne, depuis ma tendre enfance. Ma tendre enfance, fouillot. À chaque début de saison, quelle que soit la situation du club, il y a un truc d'optimisme qui se crée. On a envie d'y croire, et ça, je crois que c'est juste humain aussi. Joss? Non, c'est vrai, ouais, c'est, comme tu dis, c'est humain, avant de laisser la parole à Joss. C'est humain, c'est logique. Après, par exemple, sur les dernières saisons, on était quand même relativement lucide sur la faiblesse de nos jeunes.
Mais voilà, ces jeunes qui vont rester, qui ont de l'expérience maintenant en Ligue 1, qui ont appris un petit peu le niveau de la Ligue 1, des joueurs qu'on considère comme des bons joueurs de Ligue 1, comme Mady Camara par exemple, c'est normalement des joueurs qui doivent en Ligue 2 être capables de tenir la baraque avec voilà, cette colonne vertébrale de taulier, Giraudon, Briançon, Cafaro et autres. Alors Joss, je viens vers toi sur deux sujets du coup, à la fois le recrutement de Laurent Batles et sur la vie de Tim aussi sur la Ligue 2, ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses aussi par rapport au niveau global du championnat. Alors, on va prendre les sujets dans l'ordre. L'arrivée de Batles, moi je suis très enthousiasmé pour au moins 3 raisons. D'abord, le personnage, qui est quelqu'un que j'aime bien, j'aime son idée, sa vision du foot. Je pense que ça va beaucoup nous changer de ce qu'on vit depuis 3 ans. Et notamment ce qu'on a vécu les 6 derniers mois, en termes d'approche footballistique. C'est-à-dire que, bon, quel que soit le résultat de la saison, je pense qu'on s'amusera plus. Voilà. Ouais. Et ça, moi, ça me fait du bien de penser à ça, parce que depuis 3 ans, c'est pas beaucoup amusé. La deuxième raison de m'enthousiasmer, c'est le timing. On n'en a pas parlé, enfin vous en avez pas parlé, mais ça a été fait très vite. Et de manière plus générale, si j'étends un peu à l'attelage, comme disait Tim, il y a, je trouve, une réflexion qui est intelligente. C'est-à-dire qu'on construit le truc dans le bon sens, on prend d'abord l'entraîneur, on lui pose la question de savoir comment il veut jouer, on regarde ce qu'on a dans l'effectif, on regarde où sont les manques, et après on va chercher les mecs. Ça, c'est un peu nouveau aussi. J'ai pas eu ce sentiment-là vraiment dans l'approche de recrutement ces dernières années. Et puis la troisième raison d'enthousiasme, c'est que je suis assez d'accord avec Tim. Je trouve que ça a l'air de bien matcher dans l'attelage. C'est-à-dire que les mecs ont l'air de bosser de façon intelligente, ensemble. On n'entend pas beaucoup parler des mecs avant qu'ils signent, et ça c'est très bien aussi. Je trouve que ça veut dire que ça bosse intelligemment, dans le calme, dans les coulisses, dans le silence. Parce que moi je me rappelle des derniers mercato, hein, où on a dû sortir 90 noms, dont aucun n'a jamais signé. C'est vrai que c'est assez ouf à quel point on a peu entendu parler de rumeurs de recrues Voilà, avant qu'elles arrivent. Et les gars, c'est aussi parce qu'on est en Ligue 2. Hein. Aussi, Alors peut-être, oui. Je bosse dans une grande rédaction. Je peux vous dire que tout d'un coup, les transferts de Saint-Etienne, moi je continue à faire suivre, je continue à faire mon taf, mais tout d'un coup, c'est moins mis en lumière, ça intéresse moins, et il y a moins de gens qui travaillent dessus. Donc voilà, je suis d'accord avec Joss, c'est une bonne nouvelle qu'on entende moins parler, mais il faut bien avoir conscience qu'on va moins intéresser le monde aussi. Hein. Ça c'est sûr, mais je pense notamment au microcosme plutôt stéphanois au niveau de tous les sites suiveurs, etc. Et beaucoup moins d'ébullition cette année. Et c'est un peu comme pour la vente d'ailleurs. Moi je pense que moins il y a d'ébullition, meilleures sont les nouvelles. Donc voilà, donc moi je suis plutôt les feux sont plutôt au vert pour moi au niveau de l'arrivée de Laurent Batles. Et pour ce qui est du niveau de la Ligue 2, je rejoins assez Tim en fait. J'ai le sentiment, alors je vais pas mentir, je l'ai pas suivi très assidûment l'année dernière, mais j'ai le sentiment que, alors modulo la situation des Girondins de Bordeaux, parce que ça peut quand même changer un peu les choses. Si Bordeaux reste en Ligue 2, ça restera une grosse cylindrée avec des moyens sensiblement équivalents aux nôtres, etc. Mais si jamais ils y sont pas, elle me paraît d'un niveau, alors elle sera sûrement très homogène, ça va batailler, mais peut-être un petit peu moins forte. Il y a moins d'équipes fortes que l'année dernière. C'est le sentiment que j'ai, mais ça, on va le découvrir en fait. Hein. Je pense qu'il faut aussi être extrêmement prudent là-dessus. Il y a aussi une question de méconnaissance de ce championnat, pour être clair, de ma part en tout cas. Ça sera sûrement très bataillé. Après, une fois encore, dans cette année, parce qu'on aurait pu aussi pousser le sujet enfin, on y viendra peut-être à la fin sur est-ce qu'il faut qu'on vise la montée, etc. Moi, je la vois plutôt comme une année de reconstruction et de transition. On part avec moins 3 points, donc on a quand même un boulet au pied. Déjà, si sportivement ça s'installe et qu'on a quelque chose qui nous plaît, et qu'évidemment on joue le haut, parce que si ça nous plaît mais qu'on est 17e au bout de 10 journées, ça va pas nous plaire longtemps. Ça nous plaira pas, t'inquiète pas pour ça. Voilà. Si on est 17e. Je pense que ça serait, après les années qu'on a vécues, ça serait une dose de plaisir et de sérénité que je prendrais volontiers. Ouais. Justement, tu parlais de la remontée potentielle. Moi, j'ai l'impression de voir quand même pas mal d'optimisme. Alors, on en parlait avec Tim juste avant, mais pas mal d'optimisme dans le rang des supporters sur le fait qu'on remonte directement dès cette saison. Quand on regarde factuellement ce qui s'est passé avec les clubs qui descendent ces dernières années, Lens, ils ont mis quelques années avant de remonter. Toulouse, ils ont pas mis énormément de temps, mais ils ont pas mis une saison non plus pour remonter, etc., etc. Donc, ne nous emballons pas. Il y a que 2 montées cette saison. On a quand même un handicap de moins 3 points aussi. Et on a un handicap de moins 3 points.
on va aller à Dijon dans l'ambition de faire 0 points, quoi. C'est ça l'idée, hein. C'est vrai. Faut pas l'oublier. Et ça, au bout d'un moment, les écarts sont parfois faibles à la fin. Surtout qu'il y a que 2 montées sèches, hein, cette année. C'est ça. Donc moi, miser sur une remontée directe, je pense que c'est un pari osé, en tout cas. Après, on verra bien comment se déroule la saison, hein. Si on marche sur la Ligue 2 et qu'on gagne tous nos matchs, j'y croirai peut-être. Mais pour l'instant, je préfère être un peu mesuré. Ouais. Le chat, qu'est-ce qui ressort du chat sur l'arrivée de Laurent Batles quand même? Parce que c'est peut-être la plus grosse information de cet été finalement. Le chat est enthousiaste au possible. 70% pensent qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme entraîneur pour Saint-Étienne en Ligue 2. Goloric qui nous dit Batles, top pour moi, il doit persister dans son schéma tactique, mais surtout arrêtons de changer de politique tous les 1 ou 2 ans. Il y a Pierre Breton qui nous dit c'est le meilleur entraîneur qui pouvait arriver à Saint-Étienne et il semble faire l'unanimité dans le club. Il y a Nab Saint-Étienne qui est un peu plus prudent et qui dit très bon entraîneur, mais l'erreur serait de penser que comme il est monté avec 3, il va monter avec nous. On a vu le dernier qu'on a recruté comme il s'est maintenu avec Toulouse. Et sinon, concernant l'effectif, il y a Meta qui alarme un petit peu en disant qu'on n'a pas de profondeur de banc et même qu'il manquerait encore 2-3 titulaires. On pense notamment à l'attaque. Et sinon, pour parler un peu de l'aspect général de la Ligue 2 et la place que pourrait prendre Saint-Étienne dans le classement, il y a toujours 3 ou 4 équipes concurrentes qui ressortent. Il y a Metz, Caen, Paris et Sochaux. Voilà, et sinon j'ai vu un Magic Power, un de nos fidèles auditeurs, qui a résumé la chose en disant Batles arrive avec des idées de jeu qu'on apprécie, le tout en travaillant en étroite collaboration avec la direction. Espérons que le recrutement aille dans ce sens et qu'on prenne enfin du plaisir à retrouver nos verts avant de parler de montée. Mais c'était très utopique de penser à Batles chez nous, bizarre qu'aucun club de Ligue 1 se soit penché dessus. Voilà. Ok, bon bah écoute, c'est de toute manière hein, ce qu'on avait l'impression de voir sur les réseaux sociaux, c'est que l'arrivée de Laurent Batles fait quand même pas mal l'unanimité. Tu parlais du mercato et des arrivées potentielles qui nous manqueraient pour faire des titulaires. On va parler un peu de ce mercato. On va commencer en évoquant les départs, parce qu'il y a eu quand même 15 départs. Donc je vous fais la petite liste, je vous l'ai affiché aussi pour les viewers sur le chat. Donc Bernardoni, Bajic, Trauco, Mangala, Kolo, Sako numéro 2, mais écrit différemment, Gourna, Benkedim, Dius, Nordin, Kazri, Amouma, Tube, Crivelli et Boudbouz. Donc ça fait beaucoup de départs, pas mal de fins de contrat, pas mal de retours de prêt. Il n'y a pas eu beaucoup de transferts très lucratifs, dirons-nous. J'aimerais vous lancer sur une question peut-être un peu provocante. Qui vous manquera le plus et qui vous manquera le moins de ces 15 départs? Moi, je me lance. Celui qui manquera le plus, c'est Falaï Sako. Ouais. Qui donc, on le rappelle, a signé à Montpellier. Et celui qui te manquera le moins? Ouais, tous les autres. Même Gourna? Ouais, enfin, Gourna, moi, je suis pas persuadé, mais c'est un avis qui est personnel. Je vais sûrement me faire arracher les yeux, mais je suis pas persuadé qu'il ait le potentiel de dingue que tout le monde lui voit. Parce que je pense que c'est un garçon qui est limité techniquement, à mon sens. Mais du coup, je trouve que ce transfert, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, voilà. Maintenant, de toute façon, il était un peu indispensable ce transfert, une telle somme. S'il était resté, il nous aurait fait plus de bien que Bakary Sako, c'est évident. Non, après, les autres, je regrette. Alors, bon, évidemment, pour l'affectif, je me disais que Romain Amouma allait terminer chez nous. Bon, il termine pas chez nous, mais en même temps, ça va pas m'empêcher de dormir. Pour les autres, en dehors du fait que c'est des gens qui ont participé à un projet qui s'est cassé la gueule, que pour beaucoup, c'était des fardeaux économiques, hein, ouais. Et que pour certains, comme j'ai souvent l'habitude de le dire sur Wabi Kazri, là je sais que je me fais pas des amis non plus, mais pour moi la balance investissement apport sportif elle est largement déséquilibrée sur Wabi Kazri sur 4 ans. Je suis désolé de le dire, mais c'est quand même un mec qui joue 3 mois par an, quoi. Quand ça coûte 6,5 millions d'euros au club, je crois qu'on est en mesure de considérer que le départ est pas une grosse perte. Voilà. Il y a un message... Sachant que de toute façon, comment ? Non, pardon, fini. Non, sachant qu'il était évidemment de toute façon utopique d'imaginer qu'il puisse rester en Ligue 2, mais moi, il va pas me manquer en fait.
Voilà, je le dis clairement, il va pas Je manquer. comprends. Il y a un Parce que message je dans le trouve que chat son état d'esprit est pas bon. Voilà. qui me fait très très plaisir, c'est on veut le retour de Daniel Bilos. Je pense qu'on pourrait signer une pétition pour refaire revenir Daniel Bilos Oh oui. avec ses grandes cannes et ses cheveux longs. Tim, même question entre Bernardoni, Bajic et tous ceux que j'ai cités. Qui te manquera le plus et qui te manquera le moins? Alors, celui qui me manque le plus depuis 10 ans, c'est Daniel Bilos. Ouais, on est d'accord. Non, je signe pour une saison à faire 17ème, mais avec Daniel Bilos qui claque des retournées dans le rond central et qui fait des matchs à qui mieux. Je Et me qui suis file des jamais. caviars à Freddy Guarin. Je crois que je me suis jamais autant marré que de voir ce joueur sur un terrain. Non, pour répondre à la question, je crois que celui qui me manquera le plus, c'est Romain Hamouma, parce que Romain Hamouma, il a incarné quelque chose pour les supporters, pas pour moi, mais pour les supporters, il incarne quelque chose que je ne m'explique pas toujours, mais voilà, il aura été important, il a marqué des buts importants, je me souviens de buts dans le derby, il a donné des émotions, voilà. Et celui qui me manquera le moins, c'est Romain Hamouma. Parce que, en fait, Romain Hamouma, je pense que son départ le prouve. Il n'est pas cette icône que les gens pensent. Je pense que pour jouer et s'accrocher en Ligue 2, il faut des gens vaillants, des gens combattants, des gens qui se font mal, des gens qui peuvent jouer avec une légère foulure, des gens qui peuvent continuer un match quand ils ont un point de côté et qu'il n'est pas ça. Donc il me manquera pas. C'est paradoxal parce qu'effectivement, il a apporté beaucoup de choses pour Saint-Etienne. Il a marqué beaucoup de buts ces dernières années. Mais il me manquera pas, son état d'esprit me manquera pas. Je trouve Joss très dur avec Wabi Kazri, même si je comprends le raisonnement. Je ne le partage pas, mais je comprends le raisonnement. Ce raisonnement est on ne peut plus valable pour Romain Hamouma. Parce que Romain Hamouma, si Kazri joue 3 mois par saison, Romain Hamouma a peut-être joué 3 mois par décennie. Et c'est insuffisant. Voilà. Donc je pense qu'en Ligue 2, plus que jamais, il y aura besoin de guerriers, il y aura besoin de joueurs de foot aussi, mais il y aura besoin de guerriers et il y aura besoin que ceux qui savent jouer au foot soient des joueurs consistants. Et Romain Hamouma n'était pas de cela. Bah ouais, après comme tu le disais sur ta première partie, effectivement là où il a touché le cœur des supporters, moi c'était un joueur que j'aimais bien, hein, mais je suis assez d'accord avec vos analyses. Mais c'est surtout sur le côté spectacle, je pense. Effectivement, les buts qu'il a mis, il y en a eu beaucoup des assez beaux et des assez importants, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il est rentré dans le cœur des supporters, en plus de la longévité dans un club. Rien que celui de cette année contre Montpellier, il est incroyable, il est extrêmement important, il est splendide. Mais si ce mec sait faire ça, si ce mec est capable de faire ça, qu'il le fasse, mais même s'il le faisait 60% du temps, ce serait un cadre de la Ligue 1. Ouais. J'ai toujours dit, je n'en veux pas aux joueurs moyens d'être moyens, mais j'en veux aux joueurs de talent d'être moyens et de se contenter d'être moyens. Et ben c'est Romain Hamouma pour moi. Et voilà. Et encore une fois, son départ, alors que le club a essayé de le conserver, lui a proposé quelque chose, son départ, pour moi, est tout sauf un détail sur son état d'esprit plus général. Bon alors, c'est la canicule et j'en entends un qui est en train de bouillir derrière son micro-mute là. Karl, tu l'as séché, Tim. Karl, là, on l'a perdu. Il est monté en pression normalement. On l'a perdu, je pense, pour 3 ou 4 mois là. Alors Karl, tu as le droit à la parole pour défendre un petit peu Romain Hamouma si tu le veux. Romain Hamouma. Et tu pourras nous dire aussi ce que les gens ont dit dans le chat sur quelle est la recrue le départ qui regrette le plus et le moins. Non, mais ce qui est cool, c'est qu'on voit que Hamouma a toujours divisé depuis 10 ans les supporters et que bon, bah sa fin d'aventure à Saint-Étienne divise aussi, mais voilà, sinon dans le chat, il y a il ose pas défendre. Mais non, bah, je l'ai défendu pendant 2 ans. Il défend comme Moukoudi. Je l'ai défendu pendant 2 ans comme un acharné. Maintenant qu'il est parti, C'est vrai que ne pas finir sa saison, sa carrière à Saint-Étienne en Ligue 2, c'est un peu, ça m'a mis un peu un coup derrière la nuque, mais voilà. Sinon, dans le chat, il y a Falaï Sako qui revient beaucoup dans les joueurs qui manqueront le plus. C'est fou, il est resté que 6 mois, mais il a vraiment marqué les esprits. C'est Sako. J'ai vu un peu Hamouma aussi pour les nostalgiques. Et sinon, dans les moins, bah, c'est Kolo Djedziak qui revient le plus. Ouais. Kolo Djedziak, Kazri, et j'ai vu des bouts de bouse aussi. Voilà. Ok.
Bah ouais, on comprend que les gens, malgré le fait qu'il ait fait un passage éclair de 6 mois, que les gens regrettent beaucoup Bakary Sako, parce que son entrée contre Angers, je me souviens, Bakary Sako, il a fait quand même une première prise de balle assez incroyable, et là j'ai l'impression que personne ne comprend ma blague sur le fait que je confonds Bakary Sako et Falaye Sako, donc on va passer à la suite. Les arrivées, messieurs, nous avons donc signé 5 recrues plus une cet après-midi, mais on en parlera, c'est pas une recrue spécialement a priori pour l'équipe première, c'est plus pour la réserve, on en parlera juste après. Donc les arrivées à la SSE, donc il y a 5 arrivées réelles, Cafaro, Lobry, Giraudon, Chambaud et Briançon, et puis on a aussi des retours de prêt avec Charles Aby qui revient de l'En Avant Guingamp, Sergi Palencia qui revient de Leganés, et également notre ami Jean-Philippe Crasso qui revient d'Ajaccio. Alors quelle recrue vous donne le plus envie sur cette saison? On va commencer avec toi, Timothée, dis-moi tout. Alors, sur l'ensemble, j'aime le profil. Giraudon, Chambaud, Briançon, Cafaro. J'avoue que Lobry, je le connais un petit peu moins. Je l'ai vu jouer 2 ou 3 fois la saison dernière, mais j'ai du mal à me faire un avis. Non, en fait, on ne remontera pas et on ne réussira pas une grande saison sans grand attaquant. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc, celui qui m'excite le plus, c'est forcément Jean-Philippe Crasso, parce qu'il a fait une deuxième partie de saison en Ligue 2 avec Ajaccio brillante. Il a aidé Ajaccio à monter en Ligue 1. Donc, j'ai envie d'y croire, d'autant que ce joueur m'a toujours fait un drôle d'effet, un effet un peu paradoxal. Les premières fois que je l'ai vu jouer, il venait d'Épinal, si je dis pas d'erreur, C'est ça. si je dis pas de bêtises. Je me suis dit, mais ce type-là a une gestuelle, il a quelque chose d'un attaquant de bon niveau. Pas, attention, hein, c'est pas Cristiano Ronaldo, mais voilà, je trouvais que dans le déplacement, c'était plutôt intelligent. Il est costaud, il est rapide. Donc j'avais été très déçu par ses non-performances avec Saint-Etienne. Ce qu'il a fait avec Ajaccio, c'est très chouette. Voilà, mais je suis pas certain, malheureusement, que Jean-Philippe Crasso restera stéphanois. Je sais que la Saint-Etienne cherche un attaquant en plus de Jean-Philippe Crasso, et que si Jean-Philippe Crasso s'en va, la Saint-Etienne cherchera 2 attaquants. Le problème, c'est que d'après ce que je sais, Batles veut garder Jean-Philippe Crasso, Mais que Crasso veut pas rester. mais que Jean-Philippe Crasso, peut-être qu'il se considère comme un attaquant de Ligue 1 vu qu'il a participé à la montée de la CA en Ligue 1, et que peut-être il se rêve ailleurs. Alors peut-être qu'aussi que les offres ne tomberont pas, qu'il mettra 2-3 matchs à se mettre la tête à l'endroit, et qu'on aura le Crasso de la fin de saison dernière, et tant mieux. Mais oui, pour le moment, c'est forcément le joueur qui m'excite le plus. Après, Briançon, Giraudon, difficile d'être excité par des défenseurs centraux costauds, rugueux, et là pour faire le boulot, et là pour être solide, quoi. Ouais. C'est la fameuse take de Daniel Riolo qui dit tout le temps que on n'est pas excité, on ne rêve jamais sur les défenseurs, mais toujours sur les attaquants. Je suis pas forcément On d'accord aurait avec pris Van ça, Dijk. parce que j'ai un amour On aurait fou pris pour Van Dijk. Statios Stavlaridis, mais bon. Puis on aurait pris Van Dijk, on rêverait un peu aussi quand même. Exactement. Mon cher Joss, qui est-ce qui te hype le plus? Est-ce que toi aussi c'est Jean-Philippe Crasso le retour de prêt, ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pointe le bout de son nez et qui te donne envie? Alors, mon cher Ken, non, je vais pas faire comme Tim, sinon ça sert à rien d'être deux. Non, moi, celui qui va m'intéresser le plus, c'est celui que je connais le moins, c'est Victor Lobry, parce que du coup, comme beaucoup, j'ai été un peu surpris par ce transfert. Alors, une fois encore, j'avoue ma méconnaissance de la Ligue 2, donc je me suis pas mal renseigné, et il a l'air super intéressant, voilà. À tel point que j'ai envie de le voir jouer. Après, les autres, je les connais plus. Je trouve ça intelligent, là aussi. Moi, le maître mot dans tout ça, c'est l'intelligence. C'est-à-dire que l'effectif, il est construit, comme l'a dit Tim tout à l'heure, il est construit par Laurent Batles, pour Laurent Batles. Certains joueurs qu'il connaît, des profils qui s'intègrent dans l'idée de jeu qu'il a. Après, je pense que pour faire ce qu'il a envie de faire, il manque encore du monde. Alors clairement, il manque un buteur. Enfin, si jamais Crasso s'en va, et même si Crasso reste, je pense qu'il manque un autre buteur. Moi, personnellement, parce que Crasso, je ne suis pas convaincu. À titre personnel, enfin toujours pas. Et je pense qu'il nous manque des gens pour animer les côtés. Je dis pas forcément des défenseurs, parce qu'en fait, dans la logique de Laurent Batles, c'est souvent des ailiers plus que des défenseurs. Des mais profils Bouanga, je sachant trouve- que Bouanga va partir, quoi, a priori. Ouais, je trouve qu'on est encore pauvre là-dessus. Après, en préparation, on a vu des choses intéressantes avec des jeunes, mais bon, on va pas faire la saison qu'avec des jeunes. Enfin, je pense qu'il faut pas recommencer cette erreur-là. Non.
qui a été faite en 2019 et en 2020, de se dire on va tout miser là-dessus. Je pense que là, on est en déficit. Après, je pense que comme d'habitude, il y a une notion aussi économique à l'heure actuelle, c'est qu'il y a encore du dégraissage à faire avant de pouvoir investir, notamment sur les profils d'attaquants, puisqu'on sait que c'est ce qui coûte le plus cher dans le foot. Et que l'équilibre économique étant malgré tout fragile, je pense que là, on est dans la période où on attend un peu de savoir ce qu'on va faire de tous les gens qui sont pas encore partis et ceux qui sont encore monnayables avant d'avancer complètement nos pions. Donc, je pense qu'on commencera la saison pendant quelques matchs sans ceux ou ces fameux attaquants et sans ceux ou ces fameux joueurs de côté. Ben, tu parles de Mais juste l'équilibre. ici, je trouve ça vraiment intelligent, insuffisant, mais intelligent. Tu parles de l'équilibre économique, tu fais bien, hein, c'est vrai que on rappelle quand même que pour l'instant, que ce soit Victor Lobry, Mathieu Cafaro, Giraudon, Chambaud ou Briançon, c'est que des arrivées. Alors, Gratuit. c'est jamais gratuit, hein, mais c'est sans frais de transfert. En mutation, ouais. Donc c'est vrai que c'est plutôt des belles recrues pour la Ligue 2 quand on part du principe que c'est gratuit. Moi, j'ai vu pas mal passer. Juste un sujet, Kun. Le gardien. Ouais, j'ai vu passer la Je sais question pas dans si le on peut chat. faire toute la saison juste avec Etienne Green. Ça me paraît un peu risqué. Voilà. Sachant qu'a priori, c'est pas Yeah. Boubacar Fall qui serait deuxième gardien, ce serait plutôt. J'ai oublié son nom. Merde. Ravert. Peu importe. Personne peut m'aider. Bon, tant pis. Ravert. Non, mais peu, Enfin, Reiver. C'est ça, Noah Ravert. Ravert. C'est ça, merci. mais peu importe son nom en fait, parce que le club cherche Je vois à tout pas. prix un Oui, numéro c'est 2. ça. Oui, c'est vrai. Le T'en club penses cherche quoi, un numéro 2. Tim, toi T'en penses quoi, Tim, toi, du poste de gardien? Alors, c'est toujours un poste qui est difficile à juger et c'est pas celui sur lequel je suis le meilleur. Etienne Green, j'ai toujours un peu l'inquiétude de l'enthousiasme. Et je te remercie d'utiliser ce mot, Joss, car la langue française est riche, donc inutile de dire hype. Mais de l'enthousiasme qui entoure Etienne Green et de son enthousiasme aptonymique, puisqu'en fait, c'est parce qu'il s'appelle Etienne et Green qu'à un moment, tout le monde s'est emballé. Les médias, comme le mien par exemple, entre autres, ont trouvé ça génial. Quelle belle histoire. Il joue à Saint-Etienne, il s'appelle Green, c'est fabuleux. Il a même pris le 42 je regarde- cette saison. Oui, voilà, bravo. S'il pouvait éviter de prendre 42 buts dans la saison, ça serait bien aussi. Il faut. 69. J'ai envie d'y croire. J'ai envie qu'il soit bien entouré. Et je pense que le choix du gardien numéro 2 qui viendra sera extrêmement important. J'espère que ce sera un gardien expérimenté. J'espère que ce sera un gardien qui sera capable d'aider Etienne Green en sérénité, parce que je suis convaincu que c'est un bon gardien techniquement. Je ne suis pas convaincu de ses aptitudes à gérer la pression. Je pense que c'est un type intelligent. C'est pas ce que je dis. C'est pas parce qu'on est intelligent qu'on gère forcément bien la pression. Et là-dessus, je suis un petit peu plus inquiet. Donc, je pense qu'il doit progresser. C'est un jeune gardien sur qui il faut travailler, sur qui il faut miser. Mais ça nous coûtera des points. D'avoir un gardien de cet âge-là, ça nous coûtera des points. Mais en tout cas, je pense qu'il est mieux là, titulaire aujourd'hui, au début d'une saison, que effectivement pour finir la saison dernière. Alors Bernard Denis, ça n'a pas fait, mais je suis pas sûr qu'on l'aurait pas définitivement enterré, Etienne Green, si ça avait été lui sur les 6 derniers mois. Tu vois qui, toi, Kim, en grand frère? Jesse Moulin, ça te parle, ça, ou pas? Jesse Moulin, évidemment que ça pourrait parler, d'autant que à ma connaissance, il n'est pas incroyablement heureux à 3. D'autant que voilà, Irles n'a pas été d'une grande classe avec lui, hein. Sur la fin de saison dernière, il fait quand même 6 matchs de haut vol. On se souvient tous du match à Paris où il est extraordinaire. Et dès que Gauthier Gallon revient, Gauthier Gallon reprend sa place, alors que Gauthier Gallon, il était surtout là au moment où 3 prenait des pipes. Donc c'est un peu dur, mais après faire du neuf avec du vieux, je suis pas toujours convaincu. Ouais, moi c'est ça qui m'arrête un peu. Moi, alors, ce serait pas en grand frère, mais il y a un gardien que j'aimerais voir à Saint-Etienne, j'ai toujours dit, c'est l'Arseneur, qui a été complètement relégué à Brest, d'abord parce que Bizot est un bon gardien, mais l'Arseneur, je suis persuadé que c'est un bon gardien de but. Son état d'esprit, oui, il a signé à Valenciennes, mais c'est le profil que j'aurais aimé voir. C'est ça que je veux dire. Il aurait pu être en concurrence, il aurait pu aider, il a 25 ou 26 ans, l'Arseneur. Voilà, j'aurais aimé voir ce type de gardien de but. Après,
en expérimenté. Bon, bah, Costil est parti, je sais pas. C'est Alors, pas comme ça. pour conclure un petit peu sur le dossier des arrivées, deux petites choses. Déjà, aux yeux du chat, qui est la recrue qui paraît la plus calipige aux yeux du chat, mon cher Karl? Merci pour ce mot que je ne connaissais pas. Calipige, ça veut Euh, dire attrayant aux belles fesses dans ok, la mythologie grecque. Mm. Voilà, ok, j'en d'accord. place une Bah, à écoute, Tim. Oui, c'est surtout les fesses, Kun Calipige. Je sais pas si c'est ça Oui, qu'on cherche. Hein. c'est un joli mot, je le trouve beau. Donc. Ouais, ouais, du, ouais. J'en ai du d'autres, hein, coup, si tu veux, je t'en filerai d'autres, des mots qui sont jolis, mais qui n'ont rien Ça à voir marche, avec le recrutement. ça marche, on fera ça. ouais, il y a deux noms qui reviennent majoritairement, c'est Victor Lobry et Anthony Briançon. Anthony Briançon, je l'ai vu à peu près à chaque message. Ok, J'ai vu Magic Power qui nous dit, pour moi c'est Briançon, si c'est celui de la première saison à Nîmes en Ligue 1. Leadership, âme de capitaine et très bon sur coup de pied arrêté. Bon, on l'a vu en match amical dernièrement d'ailleurs. Et puis sinon, sur le cas Crasso, le chat est beaucoup plus mitigé et moins. Bref, je trouve plus mon mot. Il y a Gaël Couf qui nous dit que Crasso n'est pas Batless compatible. Le système Batless veut un avant-centre qui prend la profondeur. Crasso est un 9,5 pour moi. Voilà, sinon j'ai vu un peu des Rivera, sinon j'ai vu des Giraudon aussi. Voilà. Et, et sinon, sur le cas Green, le chat est totalement pour garder Green en numéro 1 cette saison. Et beaucoup reprochent à l'ancien coach, dont on ne citera pas le nom, de ne pas avoir instauré une réelle concurrence entre Green et Bernardoni. Voilà. ok. Tu parles du Voldemort de Savoie ou de l'Auberge Allez, commandant? donc pour terminer le dossier des arrivées, on a, vous l'avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux, Anas Namri, qui est un latéral droit de 20 ans qui a signé libre à Saint-Etienne cet après-midi. J'ai vu beaucoup de messages passer en disant qu'est-ce que c'est que cette recrue, tout ça. On précise que, a priori, pour l'instant, c'est surtout pour jouer avec la réserve. C'est pas un joueur qui est prévu pour l'effectif professionnel. Donc on passe rapidement. Par contre, il y a une rumeur qui est sortie et ça va me permettre de vous poser une question. Il y a éventuellement, apparemment, on regarderait le profil de Yohann Tousgar, donc l'attaquant tunisien de 35 ans de 3. Alors j'ai deux questions à vous poser assez rapidement s'il vous plaît messieurs. Déjà, est-ce que c'est un profil qui vous semble cohérent avec ce qu'on recherche? Et deuxième question, est-ce que vous avez un petit peu peur du recrutement exclusivement troyo-centré? J'ai vu que ça embêtait pas mal de monde. Alors je pense connaître vos réponses là-dessus, mais est-ce que vous aussi vous êtes gêné par le fait qu'il y ait beaucoup de recrues qui viennent potentiellement de Troyes? On a plus ou moins déjà parlé, mais Tim. Moi, je suis pas Oh non. gêné. Je suis pas gêné par ça. Ça me pose pas de Ok. problème. Après, Johan Tousgar, bof. Ouais. Ouais. Pour faire court. Qui avait fait une très Ouais, bonne pour saison faire en Ligue court, 2 la saison de la remontée, mais qui a fait une saison en Ligue 1 beaucoup plus difficile la saison passée. Joss? Ouais, il a une saison en Ligue 2 à 16 buts, c'est un finisseur. Je suis pas très emballé non plus. J'espère qu'on arrivera à faire mieux que ça. Après, un buteur à 16 buts, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un, quoi. Donc, Ouais. bon, après, il est pas sûr qu'il renouvelle chez nous. Bon, il connaît des mecs, ça peut faciliter aussi l'intégration. Voilà. Pas hyper emballé comme ça, mais à défaut, si on trouve rien de mieux, pourquoi pas. Ok. Alors j'avais un petit jeu à vous proposer, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire avec l'outil Fais ta compo sur le site peuplevert.fr. N'hésitez pas à l'utiliser si vous voulez vous amuser avec. J'allais vous proposer qu'on fasse notre compo idéale pour commencer ce samedi contre Dijon, mais je pense que ça va être un petit peu short en termes de temps. Du coup, on va enchaîner sur quel est l'objectif principal pour vous cette saison. Est-ce que c'est la remontée directement? Est-ce que vous pensez qu'on doit viser la montée quoi qu'il arrive, malgré les 3, plus 3 points de retard? Et quelles sont vos attentes personnelles en gros sur cette saison? Vas-y Joss. Alors oui, on doit viser la montée, il faut être ambitieux. On doit attaquer la saison dans l'idée de monter, malgré les problèmes, les points en moins, les machins. Après, j'essaie aussi d'être réaliste, ça sera pas simple, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc, à défaut, j'ai au moins envie de retrouver un peu d'émotion, quoi, que j'ai perdu ces dernières années, de vibrer un peu au stade, enfin quand on pourra y aller, évidemment.
ou devant ma télé, de retrouver du plaisir. Déjà, ça serait, je trouve, quelque chose d'important en fait. Quand on se retrouve tous reconnectés un peu au truc parce que ça s'effiloche un peu. Il nous reste plus que la passion un peu ancestrale, hein, la passion un peu primaire, quoi. J'aimerais bien qu'elle soit alimentée un peu par des émotions sur le terrain. Donc voilà, soyons ambitieux, mais si jamais on voit que c'est compliqué pour monter, essayons au moins de voir du foot, de gagner des matchs, voilà, d'avoir des émotions, quoi, tout simplement. Tim? Ouais, je suis d'accord avec Joss sur les émotions. Je pense qu'effectivement, c'est important. Aujourd'hui, peut-être plus encore qu'avant, on regarde des émissions, c'est le football pour avoir des émotions, justement. Donc, retrouver un football qui nous plaise, retrouver un football enthousiasmant, regagner des matchs à Geoffroy Guichard, ressentir Geoffroy Guichard vibrer à nouveau, vibrer à l'unisson. Alors, évidemment, c'est autant aux joueurs qu'aux supporters de prendre ça en considération. J'avoue, et ça rejoint un petit peu la conclusion que j'aurais voulu faire sur le mercato, je vais donc faire en 2 mots, que moi, les émotions passent aussi beaucoup par les découvertes. Quand tu recrutes Briançon ou Girondon, je sais que je vais rien découvrir. Ils feront peut-être des bonnes saisons et j'en serais ravi, mais je vais rien découvrir. Et vu qu'on n'a pas beaucoup d'argent, je serais pour qu'on tente des paris. Le dernier pari qu'on ait tenté, le dernier mec qu'on a sorti de nulle part, il s'appelle Falaï Sako, et on en était tous ravis. Le chat en était ravi il y a quelques instants. Et certes, il va beaucoup nous manquer. Étant Il y a eu spécialiste Ivan du Neyou foot aussi, juste africain avant. Ouais, ou Neyou, exact. Ayant la charge du suivi du football africain pour RMC, je regarde pas mal de matchs. Il y a un joueur dont j'avais soufflé le nom à Loïc Perrin pendant la CAN. C'est Bouya Touraï, Mohamed Bouya Touraï, qui joue au Sierra Leone, qui joue actuellement en Chine. Si tu le fais venir en Ligue 2, le mec va venir en courant et il va pas te coûter grand-chose. Bon, voilà, c'est un nom comme ça, mais en fait, il y en a des pelletés de mecs comme ça qui peuvent pas te coûter grand-chose et qui vont arriver. Ça va peut-être faire un flop, mais ça t'aura rien coûté. Ou alors d'un coup, tu vas t'enthousiasmer pour un mec comme on s'est enthousiasmé pour Falaï Sako. Il y a eu un espèce d'engouement autour de Falaï Sako, autre synonyme de hype. Il y a eu un engouement autour de Falaï Sako. Et ben voilà, moi j'aimerais que cette fin de recrutement, chercher l'attaquant dont on a besoin, le gardien numéro 2 dont on a besoin, et sur les ailes, allons-y, prenons 3-4 types, et puis tant pis, s'il y a de la casse, il y a de la casse, je ne ferai pas d'omelette sans casser des œufs, mais qu'il y en ait au moins un où on se dise, ah, celui-là, on l'a trouvé chez nous, et il est en train d'éclater aux yeux de toute la Ligue 2, toute la Ligue 1, tout le foot français. Moi, j'aurais juste rajouté un dernier truc qui n'a rien à voir avec le foot. J'aimerais aussi que cette saison soit l'occasion qu'on retrouve un peu d'unité en fait autour de la SS parce que je trouve que ça s'est pas mal déchiré là. Il y a beaucoup de tensions dans la communauté verte. Enfin, en tout cas, celle qu'on peut voir sur Twitter. Et attention, ce n'est pas le reflet de la vie Twitter non plus. C'est un miroir un peu déformant. Mais c'est une chambre d'écho. C'est une chambre d'écho qui est importante. Et là, c'est devenu très tendu entre plein de gens. Et si on pouvait se réconcilier un peu autour de ça, et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une équipe qui joue bien au foot, qui procure des émotions pour qu'on se réconcilie tous autour de ça. Voilà, si on peut arriver à ça aussi cette année, je pense qu'on aura franchi un pas. Tu fais bien de le préciser, moi aussi, je suis un peu fatigué de toutes ces querelles un petit peu fertiles sur Twitter, on va dire. Alors ça, c'est une question un peu perso, elle n'était pas dans le programme, mais j'ai envie de vous la poser quand même. Attends, non, déjà, que dit le chat? Quelles sont les attentes du chat sur cette année, mon cher Karl? J'ai cru que tu allais les oublier. Mais non, jamais. On est sur Twitch, on est là pour ça. Il y a Frost qui nous dit une place dans le top 5 et monter l'année prochaine. Il y a David qui est ambitieux qui dit Saint-Etienne se doit de viser la montée. Il y a Jérémy Magique qui rejoint Joss et qui nous dit moi, ce que j'attends de cette saison, c'est voir du football et avoir un peu d'émotion. Magic War qui nous dit on doit viser la montée, mais avant tout retrouver quelque chose, un style de jeu, une équipe, pas monter pour faire l'ascenseur. Déon Toupou qui nous dit la montée, l'émotion et surtout retrouver des mecs qui se mouillent parce que j'en peux plus des puels et mercenaires qui nous ont coulés. Voilà. Ok, très bien. Oui, donc la petite question perso que je voulais vous poser, parce que c'est un sujet qui me passionne pas mal, c'est cette question de la VAR. Alors pour ceux qui seraient pas au courant, j'ai vu deux trois messages de gens qui étaient pas forcément au courant dans le chat. En Ligue 2, l'assistance vidéo à l'arbitrage n'est pas présente. Est-ce que pour vous c'est plutôt une bonne nouvelle, plutôt une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que ça vous saoule? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis anti-VAR, donc je suis ravi.
Je suis ravi, sauf qu'en fait, être anti-VAR, c'est l'être à tous les niveaux. Donc, c'est pas parce qu'on l'a pas en Ligue 2 que le foot n'est pas sali par cette innovation qui pour moi est un échec et qui le prouve match après match. Je crois pas que ça changera. Je crois pas que ça change la donne. En fait, je crois que la VAR ne change pas la donne aujourd'hui, à part qu'elle ralentit les matchs. Donc la seule chose, c'est qu'à Geoffroy Guichard, quand le ballon. C'est super important. En fait, tu as tout dit là. C'est à Geoffroy Guichard quand tu attends 5 minutes de savoir si tu as marqué un but. Bien sûr. C'est les boules. C'est les boules. Moi, ce que je veux, c'est voir les filets trembler et voir les deux copes descendre de 10 marches, comme j'ai toujours vu quand j'étais gamin, comme je l'ai fait quand j'avais 15 ou 16 ans, et comme je l'ai commenté ensuite. Donc, c'est de ça dont j'ai envie. Donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une année de respiration pour mon club à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des gens qui sont pour la VAR, il y a des gens qui ont plein d'arguments pour expliquer que la VAR, c'est une très bonne idée. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir le même avis. Mais en tout cas, ça changera rien sur la finalité de la saison. Donc Joss, j'ai cru comprendre que tu étais d'accord avec... 100% d'accord. 100% d'accord. Moi, au moins, ça va m'éviter des frustrations au stade. Rien que ça, déjà. Parce que ça, je peux plus. Voilà, je peux plus attendre les mecs 2 minutes, 3 minutes, machin, le suspense à la con. C'est un suspense qui est à la con quand même. Et qui coupe en plein vol les ailes de l'émotion, quoi. Alors après, oui, il y aura peut-être des buts qui seront marqués, qui auraient été refusés avec la VAR. Bah, tant pis. C'est comme ça. Place au jeu et aux erreurs humaines. Et puis c'est très bien comme ça. J'avoue que c'est assez mon avis aussi. Ça fait des années que je râle contre le VAR. Et là, moi, je suis assez content parce que finalement, entre la Ligue 1, la Ligue des Champions, l'Europa League et les compétitions internationales, au final, c'était très rare de voir un match de foot sans le VAR. Et là, on va avoir une saison entière pour se conforter sur nos idées ou alors aussi potentiellement changer d'avis sur cette saison, même si je pense pas. Tu voulais rajouter quelque chose, Tim ? Je voulais juste te dire que le VAR qui coupe en plein vol les ailes de l'émotion, je voulais simplement dire à Joss que j'ai envie de chialer. C'est beau ça, Tim, t'as vu ? Par contre, si tu me la ressors dans un after-foot, tu vas m'entendre. T'as intérêt à me faire un copyright, sinon ça va chier, je te le dis. Je te ferai un copyright. Messieurs, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous. Merci Karl de nous avoir accompagnés sur le chat. Merci Timothée, encore une fois, notre parrain, qu'on rappelle, vous pouvez retrouver sur RMC quasiment tous les jours, on va pas se mentir. Merci Joss également de nous avoir accompagnés. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle saison avec votre club. J'espère que cette saison va être sublime ou au moins très intéressante. Je rejoins l'avis du groupe sur Victor Lobry. C'est pour ce genre de joueurs aussi qu'on a envie de jouer cette saison, parce qu'on les connaît pas, parce qu'on va affronter des équipes qu'on connaît pas. Perso, je crois n'avoir jamais vu jouer Pau de ma vie. Donc j'ai bien hâte de commencer cette saison, même si elle va commencer avec quelques points de retard. Merci bien sûr à vous qui étiez là dans le chat ce soir. Je rappelle quand même l'information centrale de la soirée, c'est que il y aura des matchs de Ligue 2 le lundi cette saison, donc le Saint-Étienne Night Club sera parfois le mardi. Il faudra vous y habituer. J'espère que vous serez là le lundi comme le mardi. Des bisous tout le monde. Et puis à la semaine prochaine avec Kevin à la présentation et un nouveau chroniqueur pour le Saint-Étienne Night Club. Mais on vous garde la surprise. Salut tout le monde. Allez, les Verts. Salut, bonsoir à tous et allez les Verts.